Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le sommet de l'Union africaine s'ouvre demain à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est entretenu hier avec ses homologues du Sénégal, du Tchad et du Burundi. La session de demain planchera sur les questions de sécurité, de l'énergie et de la paix, entre autres. Nous y reviendrons. Grande mobilisation cet après-midi à Farana. Les populations sont sorties pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, et témoigner de leur soutien au président de la République. Ils ont promis d'accompagner tous les projets de développement du professeur Alpha Condé. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Ibrahima Souri Yansani et Abdelaziz Baldé dans un instant dans ce journal. Les préfectures de la Haute-Guinée se mobilisent pour témoigner de leur soutien indéfectible au chef de l'État, professeur Alpha Condé. La commission d'organisation travaille d'arrache-pied pour donner à l'événement un éclat tout particulier. Les habitants de la savane s'engagent à exprimer leur reconnaissance au président de la République. Les préparatifs de la journée nationale des orpailleurs vont bon train de la région de Kankan, prévue le 6 février prochain. Cette journée s'annonce décisive pour l'avenir de cette filière. La démarche vise à rentabiliser davantage l'exploitation traditionnelle de l'or. Les acteurs de l'orpaillage se mobilisent pour marquer l'événement. Mamadou Alpha Baldé nous fait le point. Le 6 février prochain se tiendra pour la première fois la journée nationale sur l'orpaillage en Guinée. Les attentes sont grandes. L'orpaillage est la principale et plus ancienne activité des populations de la région de Kankan. Peu organisée, l'orpaillage a une faible contribution au développement local et à la consolidation de l'économie nationale. Pour le gouvernement, il faut agir pour promouvoir un orpaillage au service de l'intérêt général. Cette initiative du président de la République est basée sur le fait que nous avons des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vivent de l'orpaillage, mais dans des conditions très difficiles, voire dangereuses. La journée du 6 est donc le passage de cette phase de consultation à une phase de mise en œuvre. Pour le succès de cette journée, le responsable du département des mines multiplie les entretiens avec les orpailleurs. À Mandiana et Kankan, des rencontres d'échange sont organisées. Les tombolements, comme on les appelle, espèrent aboutir à des résultats prometteurs le soir du 6 février prochain. Journée des orpailleurs, nous sommes tous mobilisés pour participer à cette journée sur l'orpaillage, puisque l'organisation de notre activité est une préoccupation pour nous, car avec une bonne structure, nous pouvons aider Mandiana à se développer, puisque depuis toujours, nous exploitons, mais les retombées sur la population sont quasi nulles. Nous attendons beaucoup de choses. D'abord, que les groupements que nous avons créés à Kankan ici soient soutenus par le président de la République. Nous souhaitons aussi que nos méthodes de travail soient améliorées et modernisées. Nous sommes très contents de recevoir le président de la République. Nous lui disons bienvenue à Kankan. Les revenus issus de l'orpaillage sont estimés à 1/3 du budget national. L'organisation du secteur permettra à la Guinée de bénéficier davantage des dividendes de cette activité qui emploie environ 200 000 personnes dans tout le pays. Fruit de la coopération entre la Guinée et l'Arabie Saoudite, 4 centres de santé vont considérablement améliorer les services sanitaires du pays. Cette action vise à aider le corps médical à affronter les maladies épidémiologiques. Fodé Camara signe ce reportage. 2 ans durant, à l'échelle nationale, l'épidémie d'Ebola a eu un impact négatif sur l'économie. Des pertes en vies humaines, notamment des professionnels de santé en front de guerre, qui ont payé un lourd tribut face à l'épidémie. Aujourd'hui, la carte sanitaire nationale s'élargit pour aider le pays à affronter les maladies à caractère épidémiologique. Comme ici à Mafereya, 4 centres de santé améliorés seront mis à la disposition des populations de Conakry, Forêt-Karia, Kérouané et Zérékoré.
qu'à la suite du constat que le chef de l'État lui-même il a fait après l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République de Guinée, il a donné des instructions très fermes. C'est de relancer le système de santé. Et cela passe par une infrastructure fiable, un niveau d'équipement adéquat et du personnel qualifié. Donc le centre de santé amélioré de Baféréa ici fait partie d'un ensemble de 4 centres de santé. Les travaux sont gérés par la Banque islamique de développement avec le maître d'ouvrage délégué d'UNOPS, Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Nos perspectives, c'est toujours d'aider l'État guinéen dans le renforcement de son système de santé qui a été très affecté par l'épidémie d'Ebola et aussi d'être un peu le conseiller du gouvernement guinéen en matière d'infrastructures, que ce soit sanitaire, que ce soit scolaire, que ce soit routière. Dotés d'une grande capacité d'hospitalisation, ces 4 centres améliorés disposent d'une unité de soins curatifs, un laboratoire et des équipements d'imagerie. Autre avantage de ces plateformes sanitaires de proximité, la réduction des complications et par ricochet, la baisse drastique de la mortalité maternelle et infantile. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a animé un point de presse à l'École nationale des arts et métiers. Le ministre Damatan Albert Camara a présenté les résultats obtenus par son département, les contraintes et les perspectives pour cette année. Moussa Komara a suivi les débats. En 2016, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a réalisé plusieurs activités. Parmi elles, l'amélioration de la gouvernance administrative, la réalisation des 4 écoles régionales des arts et métiers, Bokeh, Kankan, Labé et Zérékoré, l'accompagnement de plus de 9000 jeunes demandeurs d'emploi, la mise en place des antennes des maisons de l'emploi et des compétences à l'intérieur du pays. À cela s'ajoute la formation des 4665 femmes en milieu rural et périurbain en activités génératrices de revenus et la création d'un centre de diagnostic et d'un cabinet dentaire. Pour l'année 2017, les ambitions sont grandes. On aurait aimé par exemple pouvoir annoncer l'inauguration des écoles régionales en cours de cette année. Donc le retard qui a été accumulé en début de projet depuis 2014 nous a rattrapé. On est obligé d'attendre encore un moment pour que ces écoles se terminent. Nous avons eu également des difficultés sur la gestion administrative de nos boursiers à l'étranger, notamment au Maroc. Nous avons eu des difficultés dans l'orientation des bacheliers avec la plateforme Goupol. Ce sont des problèmes techniques essentiellement que nous avons eus. Nous avons accusé du retard dans le recrutement des nouveaux formateurs, ce qui fait que nous devons accélérer le rythme de leur formation pour qu'ils soient disponibles lorsque nos écoles régionales des arts et métiers seront à disposition. Nous avons également accusé du retard dans la mise à disposition des fonds à nos écoles, mais ce sont des problèmes qui à la fois sont inquiétants parce qu'il faut qu'ils soient réglés, mais qui rassurent l'ensemble des cadres du département parce que nous trouvons les voies et moyens pour améliorer la gouvernance du système. Pour atteindre ces résultats, Damatan Albert Camara compte sur ces structures attachées comme en 2016. Les responsables de ces structures définissent déjà leurs priorités. Le grand défi, c'est d'essayer d'adapter toutes nos formations au marché de l'emploi. Le marché de l'emploi dit entreprise. Ça entraîne donc un dialogue avec les entreprises pour savoir exactement ce dont elles ont besoin pour exercer dans notre pays. Depuis 2016, nous avons fait la première enquête. Cette deuxième enquête de 2017, nous tenons à la réaliser. À ceci va s'ajouter également les salons de l'emploi qu'on va organiser à travers les régions du pays. La formation professionnelle est un atout majeur de performance dans une économie de plus en plus concurrentielle. Cependant, en Guinée, le budget alloué à ces secteurs laisse à désirer, même s'il constitue la deuxième priorité nationale après l'éducation des bases élargie au cycle secondaire. La première session du conseil d'administration de l'OGP s'est achevée sur une note d'espoir. Durant 3 jours, les membres du conseil d'administration et la direction générale de l'OGP ont passé en revue tous les problèmes qui assaillent ce secteur. De nouvelles mesures sont prises pour mieux rentabiliser le secteur de la publicité en Guinée. Suivez ce reportage. La fin des travaux de cette première session publique de l'Office guinéen de publicité a abouti à un certain nombre de recommandations. À compter du 1er février 2017, l'exploitation de tous les espaces publicitaires en Guinée relève exclusivement de l'OGP.
Une fiche d'exploitation des panneaux publicitaires va bientôt voir le jour. Un projet de loi sur les nouvelles tarifications sera soumis à l'Assemblée nationale. Cela va permettre de mieux réglementer le secteur de la publicité en Guinée. La mise en place d'une commission pour entamer les négociations avec les sociétés de téléphonie mobile et la société Topaz pour la détermination de l'assiette publicitaire les concernant. Le 15 février prochain, une session extraordinaire sera organisée pour examiner et approuver le budget annuel. Il est estimé cette année à 25 milliards 571 millions de francs guinéens. L'organisation d'une journée nationale de la publicité au mois de novembre 2017 a été aussi annoncée. Cela est une innovation, c'est extrêmement important parce que le secteur est en constante évolution. Il faut bien entendu créer un cadre de rencontres, de discussions, d'échanges pour permettre d'enrichir le secteur et de l'améliorer. Garantir la transparence dans la gestion des ressources au sein de l'EGP constitue une préoccupation pour le conseil d'administration. Il compte apporter son soutien à la direction générale dans la mise en œuvre effective de ces recommandations. Pour atteindre nos objectifs fixés, nous devons en finir définitivement avec une administration inefficace et inopérante dans la mise en œuvre de ces recommandations pour le bien-être de nos populations afin de mériter davantage la confiance du président de la République. La construction d'un siège national pour l'Office guinéen de publicité fait partie des conclusions de cette session. La préfecture de Dubrika a tenu son conseil d'administration dans la sous-préfecture de Tanene. Un budget de 10 milliards de francs guinéens a été adopté au compte de la prévision de 2017. 60% de ce montant est destiné au fonctionnement et 40% à l'investissement. Ousmane Ba, reportage. Pour la deuxième fois consécutive, la sous-préfecture de Tanene abrite le conseil d'administration préfectoral de Dubrika. La rencontre mobilise autorités administratives, élus locaux et directeurs préfectoraux sous l'égide du Kuntigi de la Basse-Guinée, lui-même président de la délégation spéciale de Tanene. En 3 jours, ces acteurs ont passé en revue les activités réalisées en 2016 et projeté les perspectives pour l'année 2017. Pour toutes les collectivités de Dubrika, c'est-à-dire la commune urbaine et y compris les communes rurales, c'est ce qui fait en recettes et en dépenses une somme de 10 milliards 412 millions de francs guinéens. Donc il est question maintenant de mobiliser ces recettes pour engager des dépenses de développement et de fonctionnement de la préfecture. Au cours de l'année 2016, il y a eu beaucoup de réalisations, entre autres la radio communautaire qui a été construite par la délégation spéciale. On a réalisé un pont dans le quartier de Yorokogia sur la route de Falesade. On a réparé une école primaire de Bondabon. Et on a construit encore des toilettes au niveau de l'école primaire, au niveau du centre-ville de Dubrika, à côté du stade préfectoral. On a ouvert quelques routes dans les différents quartiers. À Dubrika, 70% du revenu provient des taxes. 6 milliards du budget adopté sont destinés au fonctionnement et 4 milliards à l'investissement. Parmi les recommandations, la construction d'un pont sur la route de Falesade, la clôture du collège et du lycée Dubrika et surtout la poursuite des travaux du stade préfectoral. On a levé notre championnat à Dubrika-Ville ici pour kilomètre 5 à cause de la tribune. Donc la fédération a suspendu ce terrain à cause de ça. Donc si aujourd'hui, franchement, la préfecture se bat pour qu'on ait une tribune à Dubrika-Ville, franchement, ça nous fait plaisir. Au cours de la rencontre, des décisions fermes ont été prises pour mettre fin à l'épineuse question domaniale. Une gangrène qui, selon Elhadj Serouna Souma, affecte tout le littoral. Comment renforcer les capacités opérationnelles des militaires en technique de commandement d'un groupe au cours de combat? La question a été largement débattue à la faveur d'une session de formation organisée au centre d'instruction d'infanterie de Kindia et du kilomètre 36. Le reportage de Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire.
Durant 4 mois d'intenses travaux théoriques et pratiques, ces stagiaires se sont familiarisés aux notions liées aux techniques de commandement et missions d'une équipe de combat. Désormais, ils joueront aussi le rôle du gradé de contact dans les corps de troupes au sein de leurs unités respectives. Chers stagiaires, à la sortie d'ici, faites-vous respecter par le travail bien fait. Forcez l'admiration de vos camarades par votre présentation. Donnez à vos subordonnés le goût des épreuves du savoir. Le commandement militaire invite ses stagiaires à pérenniser les connaissances acquises au cours de la dite formation pour mieux accomplir leur mission. Soyez des gradés dynamiques, ayant le goût du travail bien fait, capables de comprendre et de pouvoir faire exécuter aux jeunes soldats avec intelligence et promptitude les ordres reçus. Je voudrais en plus vous recommander fermement d'œuvrer à votre niveau pour le progrès de nos forces armées, de servir le pays avec loyauté, fidélité et professionnalisme. La qualification des militaires du rang aux techniques de commandement de base constitue un moyen approprié pour la compréhension et l'exécution des ordres de l'hierarchie militaire. C'est pourquoi, conscient de cet état de fait, le commandement militaire a placé la formation des hommes parmi ses priorités, ce qui va en droite ligne avec l'idée de la réforme. Dans les semaines à venir, ces 2 centres d'instruction accueilleront d'autres promotions pour les mêmes formations. Par ailleurs, à Kissidougou et à Kankan, les stagiaires du certificat d'aptitude technique du second degré CAT2 ont aussi reçu leur diplôme de fin de stage. L'autre image de l'actualité nationale, 10 000 bicyclettes pour les élèves de l'intérieur du pays. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale avec l'appui de ses partenaires. La valeur du don est estimée à 600 millions de francs guinéens. Mohamed Kamara a suivi la remise de ces vélos. Dans l'arrière-pays, la majorité des élèves parcourent plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école. Une situation qui joue des fois négativement sur leur performance en classe. Pour corriger cet état de fait, Child Fund offre 1000 vélos d'une valeur de 648 millions de francs guinéens à certains élèves du pays. Ce projet dénommé « Ouvrir les horizons pour l'éducation des enfants » a été lancé ici à Kindia. Il vise à faciliter la mobilité des élèves sur le trajet maison-école et école-maison. Je suis très contente d'avoir ce vélo parce que grâce à ce vélo, je peux venir à l'école à l'heure, je peux assister à la montée des couleurs. Si je suis les cours, je vais devenir plus meilleur parce que c'est trop vrai que je viens à l'heure à l'école, je suis bien les cours. L'impact que Child Fund recherche, c'est de permettre à tous les enfants, surtout les enfants guinéens, d'avoir accès à l'éducation. C'est pourquoi même dans l'identification, on identifie ces enfants qui n'avaient pas les moyens d'accéder facilement à leurs écoles. En 2014-2015, Child Fund, sous l'initiative du ministère de l'Action sociale, avait distribué 486 vélos aux enfants vulnérables. Au dire des encadreurs, l'action a permis d'améliorer les résultats des enfants bénéficiaires. Ces enfants bénéficiaires seront plus motivés pour leur réussite à l'école. Et ce qui est de notre part, la direction préfectorale de l'éducation de Kindia, nous suivrons ces enfants. C'est une joie énorme et nous profitons pour remercier notre partenaire Child Fund et remercier le bailleur de fonds qui a accompagné Child Fund dans ce programme et prendre l'engagement solennel au nom du gouvernement que cet acte est fait dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants, que le gouvernement ne sera pas en marche pour accompagner cette initiative qui constitue déjà une priorité pour le président de la République, le professeur Alpha Condé. Avec ces nouveaux moyens de déplacement, les bénéficiaires seront désormais à l'heure à l'école, ce qui va favoriser du coup l'amélioration des résultats en classe. 1000 vélos donc pour les élèves de l'intérieur du pays, une action encouragée. La relance de la culture de cacao en région forestière. Un groupe de planteurs de Lola compte réaliser plus de 400 hectares. Pour la première année, 40 hectares ont été réalisés, une action qui vise à soutenir la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en vue de promouvoir la culture d'exportation. Amadou Touré revient de Lola. La
place qu'occupe actuellement le commerce du cacao dans l'économie mondiale, nombreux planteurs de la région forestière s'impliquent activement. C'est le cas de Togba Traoré, administrateur planteur. Il a initié une pépinière d'1 100 000 pieds de cacao à Zérékoré. Objectif, valoriser 400 hectares de terre à Guéasso et Fumbadou. Pour y parvenir, des ingénieurs agronomes sont venus de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Nous sommes à la réalisation de 10% de l'objectif et je pense que d'ici février, on aura fini totalement la mise en place de cette pépinière. Depuis qu'il a créé sa plantation, tout l'eau là, tout Zérékoré a commencé effectivement à faire du cacao. Le cacao, communément appelé Mercedes ou cacao du Ghana, est l'espèce convoitée par ce groupe de planteurs. Il est prisé à cause de son cycle évolutif très rapide. Celui-ci est de 18 mois. Il permet à atteindre vite les objectifs des initiateurs, celui de faire de la Guinée un grand pays producteur de cacao. J'ai passé une partie de ma vie en Côte d'Ivoire et je sais que le miracle ivoirien dont on a parlé est basé sur l'agriculture. Donc quand nous revenons chez nous, il est de notre droit d'essayer de reproduire le même modèle, sinon de copier ce qu'on a vu ailleurs. Et heureusement, le chef de l'État aujourd'hui, qui a fait également ce pays, est dans cette vision. À côté de la plantation de cacao, le groupe initie également l'aviculture pour satisfaire la demande de la région. Un symposium à l'honneur de feu Jean-Marie Doré, ex-président de l'Union pour le progrès de la Guinée, UPG. C'est à la faveur de l'an de sa disparition. De nombreux parents, amis, militants et sympathisants étaient mobilisés pour honorer la mémoire de ce grand homme. Le reportage de Maurice Sidibé. Plusieurs personnalités venues des différents partis politiques du pays et des coordinations régionales sont au rendez-vous. Au cours du lancement officiel de ce symposium, de nombreux témoignages émouvants ont été faits sur les œuvres de feu Jean-Marie Soumaoro Doré. Il a forcé l'admiration de ses compatriotes qui lui ont souvent témoigné de vive voix. Cultivé, affable, le vieil homme savait ce qu'il voulait. Fonctionnaire au Bureau international du travail de 1963 à 1987 à Genève, feu Jean-Marie rentre au pays comme inspecteur du travail. Après l'instauration du multipartisme en 1990, il crée le parti UPG. Candidat au présidentiel de 1993 et de 1998, Jean-Marie Doré a participé activement à l'instauration de la démocratie en Guinée. C'était un homme de dialogue, ce n'était pas un violent. Il avait également une qualité que j'appréciais bien, c'est quelqu'un qui avait une connaissance extraordinaire de la langue française. Quand il y a quelque chose comme ce symposium pour rendre honneur à quelqu'un comme lui, cela est nécessaire. Nous l'avons fait pour Siradio en son temps, Mamadou il n'y a pas longtemps, là, quelques années à la Maison de la Presse. Il était un communicateur hors pair, quelqu'un qui avait véritablement la maîtrise de l'art oratoire. Et en politique, on en a besoin. En venant ici, assister au début de ce symposium, je viens m'inscrire à une école. Je viens écouter, n'est-ce pas, une vision politique, même si je ne l'ai pas encore pratiquée. Nommé Premier ministre en janvier 2010 par Général Sekouba Konaté pendant la transition, le président de l'UPG a été élu député à l'Assemblée nationale en 2013. Décédé le 29 janvier 2016, il laisse un héritage très impressionnant. Un document de plus de 400 pages qui contient toutes les interviews qu'il a accordées aux journalistes. Ce document sera présenté lors de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017. Jean-Marie Doré, grand homme de culture, homme politique de Rampert. Accident de la circulation à Conakry. Un chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. Il a percuté le mur d'une concession. Un enfant de 4 ans a trouvé la mort. Le drame s'est produit cet après-midi à Yimbaya, Simantiri. Et puis la société Civita relance ses activités avec l'inauguration demain du centre de visite technique de Kamsar dans la région de Bokeh. Les autres centres de contrôle des véhicules sont déjà prêts. La mise en service de Civita suscite de l'engouement chez les conducteurs des engins. Plusieurs invités venus de la sous-région sont déjà arrivés à Conakry pour participer à cette inauguration. Une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de Damakania. Elle est l'œuvre des fils
ressortissants de la localité. Cette maison de Dieu a une capacité de 450 places. Nabi Kamara revient sur la caractéristique de cet édifice. Le chef-lieu de la commune rurale de Damakania a une nouvelle mosquée. Ces travaux ont duré 12 mois pour un coût d'environ 500 millions de francs guinéens. Fruit des cotisations des fils et filles de la localité, la mosquée de Damakania a une capacité de 450 fidèles musulmans. Son ouverture à la prière a mobilisé résidents et amis de cette commune rurale de Kindia. Dans une communion de foi au Tout-Puissant et Miséricordieux, ce beau monde a prié pour tous ceux qui ont contribué à la construction de cet édifice. Un édifice que les bénéficiaires entendent jalousement garder et entretenir en vue du rayonnement de l'islam à Damakania. La communauté musulmane de Damakania s'engage solennellement à l'entretien, à la sauvegarde, à travers la pratique religieuse pour la pérennisation de cette maison de Dieu. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, qui a grandement contribué à l'achèvement des travaux de construction de cette maison de Dieu, a dit toute la joie qu'il a ressentie en participant à cette cérémonie. Dr Cheikh Talibi Silla a rassuré les populations de Damakania de son appui pour hisser cette commune rurale au rang des meilleures de la Guinée. Damakania à Kindia a donc une nouvelle mosquée. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. Culture, le rappeur franco-congolais Maître Gims a livré hier soir un méga concert au stade de Nongo. Ce concert est intitulé Retour à la source. Plus de 80 000 personnes ont pris part à cet événement signé de Tian World Music. Moussa Mikini, Marie-Angélique Bangoura étaient dans le show. C'était l'événement tant attendu par les fans, le méga concert de Bonjour, connu sous le nom de Maître Gims. Le franco-congolais a livré un concert devant 80 000 mélomanes. Ils étaient dans les gradins et la pelouse avec une attention particulière sur les stars qui se succédaient sur le podium. La joie est là. Dans ce stade sous haute surveillance, plus de 2700 agents de sécurité mixte ont été mobilisés pour protéger le spectacle. Vraiment content et je suis fier d'être guinéen. Et aujourd'hui, on a reçu. C'était un défi pour nous et ce défi a été relevé. Vraiment bravo aux organisateurs, mais aussi à la sécurité, tout corps confondu. Côté logistique, ces équipements de plus de 10 tonnes, composés de sonos et de lumières, ont été loués en Côte d'Ivoire, comme pour dire que les organisateurs n'ont rien négligé. Aujourd'hui, vous mettez les plus grandes stars françaises, le plus vendu c'est Gims, mais il a dit, j'ai même un pied sur terre, je reste africain, je reste congolais, je reste guinéen. Donc il fait le tour en Afrique, qu'il a appelé Warano Tour Worldwide 2016-2017. L'étape guinéenne, je l'ai dit, j'ai défié l'Afrique, que la Guinée sera le meilleur passage. Et pour moi, c'est un défi de combattre les autres pays de façon objective, de gagner sur eux. Et aujourd'hui, la Guinée a gagné parce que lui-même, il a reconnu ce qu'il a vu en Guinée. Je pense qu'il n'a pas vu ailleurs. Maître Gims, dans ce projet de tournée africaine, classe les fans guinéens parmi les meilleurs spectateurs d'Afrique. Avec 2 heures de show d'affilée, l'homme aux 60 lunettes a enchaîné ses 2 albums sur scène. Un concert solo réussi, selon l'artiste. Une date qu'on a beaucoup travaillé, on s'est préparé. Parce que la dernière fois, avec la section d'assaut, malheureusement, on n'a pas pu terminer le show. Là, on l'a fait. Et voilà, c'est grâce à l'équipe solide que j'ai autour de moi. Et c'est vrai que quand j'ai vu tous ces gens dans le stade, tous ces téléphones allumés, les flashs, c'était impressionnant. Il n'y avait pas de mots, il fallait vraiment le vivre. Donc il y a des choses qu'on n'explique pas avec des mots, il y a des choses qu'on vit, qu'on voit avec des images. Et je pense que hier, ça faisait partie de ces choses-là. Donc très très fier d'avoir fait ce show. La star du Watibé promet de revenir en Guinée. Artiste, chanteur, mais aussi écrivain, Maître Gims a écrit un livre intitulé « Vise le soleil », une autobiographie. Ce livre sera disponible dans les bibliothèques pour Conakry, capitale mondiale du livre.
CAN Total Gabon 2017 avec le dernier quart de finale. Vous le savez, le Ghana a battu le Congo RDC sur le score de 2-1 et l'Égypte a dominé le Maroc 1-0. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.